Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Merci pour votre fidélité chaque soir depuis plusieurs jours. Vous êtes fidèles à notre émission Ça vous regarde en direct. L'islamophobie, on en parle ce soir, un mal qui mine la France et plus largement l'Europe. On va faire le point évidemment. On en parle ce soir après, rappelons-le, les 17 morts assassinés par des islamistes radicaux appartenant à des filières djihadistes. Un drame qui a provoqué une poussée d'actes islamophobes, pas moins de 116 actes anti-musulmans recensés. Et puis on parlera évidemment de la France, on parlera de l'Allemagne avec Pegida en Allemagne, mouvement anti-islamiste qui chaque lundi manifeste à Dresde, en Saxe. Ils n'ont pas pu manifester aujourd'hui ce lundi parce qu'il y avait des menaces d'attentats. On y reviendra évidemment. Pegida qui a aussi essaimé en Suède. Rappelons que l'Allemagne et la Suède sont deux pays qui attirent beaucoup d'immigrés. On y reviendra dans quelques instants. On parlera peut-être de Schengen, de la manière dont il faut gérer cette question. On fait le point ce soir parce que cette montée du djihadisme réveille des peurs, donne corps à toutes les formes de populisme. Se pose la question évidemment ce soir du vivre ensemble. C'est une question importante alors que de grandes manifestations anti-Charlie mais aussi anti-françaises ont lieu dans plusieurs pays musulmans. On verra les images dans quelques instants évidemment de Téhéran à Grozny en passant par le Pakistan. La colère gronde. On en parle ce soir. lcp.fr, vous connaissez notre adresse évidemment. Le JDD.fr qui sont les internautes du JDD et que je salue évidemment. Et puis hashtag sévère, les tweetos ont déjà commencé à tweeter. Vous pouvez tweeter, vous êtes en direct. On essaiera de répondre à vos questions en direct. Razi Hamadi est avec nous. Bonsoir. Député socialiste de Seine-Saint-Denis. Merci d'être venu sur ce plateau. Face à vous, Alain Lamassoure. Bonsoir. Député européen. Oui. Avec nous. Pas face à face. Alors physiquement vous êtes face, mais on est ensemble évidemment, bien entendu. C'est important de le préciser. Alain Lamassoure, vous êtes député UMP, député européen PPE, du groupe PPE. Vous avez été ministre délégué aux affaires européennes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Face à vous, Abdallah Zekri, mais avec nous bien sûr, membre du CFCM, vous êtes le président de l'Observatoire contre l'islamophobie. 116 actes recensés. On y reviendra évidemment dans le détail dans quelques instants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Puis Marwan Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller auprès de l'OSCE. Vous faites un bref passage ici à Paris. Vous êtes là pour quelques jours et on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. En charge justement des questions sur les questions de racisme, les membres de l'OSCE, pour ceux qui nous regardent, parce qu'on a rarement des membres de l'OSCE, c'est 57 pays, c'est bien plus grand que l'Europe. On en parlera avec vous dans quelques instants. Puis je rappelle que vous avez été le porte-parole du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Merci d'être là. Avant de débattre, d'abord regardez ces images parce que évidemment, c'est des images un peu impressionnantes, vous allez le voir, là c'est évidemment à Téhéran, 2000 personnes qui brandissaient cette caricature pour dénoncer cette caricature Charlie, plusieurs milliers de personnes à Téhéran, mais aussi à Grozny, là c'est à Grozny, prière géante, plus de 800 000 personnes, nous annonce l'AFP à Grozny, en Tchétchénie, voilà, et puis vous découvrez ces images où on brûle le drapeau français à Gaza, on le brûle, on le piétine et on brandit bien les portraits de frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Je voulais entendre votre point de vue parce que ça a commencé ce week-end, il y a eu des avocats au Pakistan, il y a eu plusieurs autres pays et puis ça prend évidemment de l'ampleur. Est-ce que ce soir vous êtes inquiet, Razi Hamadi? Est-ce que vous vous posez la question de la liberté et du respect? Parce que c'est un débat qui est en train de monter. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'il est légitime, nécessaire d'afficher le prophète Mahomet à la une de Charlie? Quelle est votre position ce soir? En aucun cas, il y a à avoir une position qui nous situerait dans un dilemme. On n'a pas été des millions à marcher dans la rue pour changer d'avis et être intimidé au regard de ces images. Moi, Elles sont impressionnantes quand même, oui, ces mais images. je vais y revenir très rapidement. Moi, je peux comprendre que lorsqu'on est religieux, lorsqu'on est musulman, et d'ailleurs, pour ce qui me concerne, on est dans l'espace public, ma confession... De mon point de vue, c'est une appréciation personnelle, n'a rien à faire sur ce plateau. Vous êtes laïque, donc. Ou ailleurs. Mais je suis laïque et je considère que le sécularisme, il se vit aussi individuellement. C'est-à-dire, on peut avoir nos croyances, on peut être choqué en tant que personne, qu'individu qui a une confession. Moi, je peux comprendre qu'un musulman... n'achète pas Charlie Hebdo, ou n'aime pas trop la caricature, souhaiterait qu'elle n'y soit pas. C'est bien, c'est aussi ça la liberté d'expression. Mais ça voulait. Et que les chrétiens soient choqués quand on met le pape, je me suis promis de le dire et de le répéter sur chacun des plateaux télé pour faire comprendre aussi aux jeunes et moins jeunes dans certains territoires ce que ça voulait dire. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Ça ne veut pas dire je m'abonne à Charlie. Je suis d'accord avec tout ce qui est fait. J'apprécie la ligne artistique de Charlie. Ça ne veut pas dire ça. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Ça veut dire même si je ne suis pas d'accord, même si je suis touché, par exemple, dans ma croyance, eh bien,
la République, la liberté d'expression permet d'exprimer cela parce qu'il y a un cadre. Au risque de mettre la France en danger. Sur le risque, on va y venir. Et je termine sur ce point, sur le risque, il ne faut pas se laisser intimider. Parce que vous remarquerez que ce soit pour Niamey, au Niger. On n'a pas vu les images, mais il y a eu des morts et des églises ont brûlé. Oui, ou que ce soit pour Grozny, en Tchétchénie. En Tchétchénie, c'est la seule manifestation à laquelle ils ont le droit peut-être depuis 10 ou 15 ans. Donc il y a aussi une instrumentalisation, comme ça a été le cas au Niger, comme par hasard. En conclusion des manifestations de la semaine dernière, il y avait l'opposition qui appelait à une mobilisation nationale à manifester. Il parle pas la France, il parle Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des endroits où les manifestations sont très canalisées, certains endroits où elles sont instrumentalisées, et dans d'autres endroits elles sont à la limite même marginales, comme ça a été le cas d'ailleurs à Gaza, où il y a eu 200 personnes pour un territoire qui vit par rapport à la population. Maintenant, il faut appeler nos concitoyennes et nos concitoyens à la vigilance. Et il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit rassemblés. Mais on n'est pas là pour... vous savez, il ne faut pas se compromettre. Donc, on reste fort sur nos valeurs et nos principes. La liberté d'expression, dans un cadre, le cadre de la loi et pas d'amalgame. Alain Lamassoure, votre sentiment, votre sensation, vous êtes député européen, on va évoquer le débat européen, parce que ça ne touche pas que la France, cette question. Est-ce que vous dites, finalement, on va trop loin? Est-ce que Charlie est allé trop loin au nom de cette liberté d'expression? Parce que c'était évidemment l'enjeu, entre autres, de ces 4 millions de Français qui sont descendus dans la rue. Quand on voit ces images, ces drapeaux, est-ce qu'on est dans un effet loupe médiatique ou est-ce qu'il y a un vrai danger? On n'est pas allé trop loin. Et je crois qu'effectivement, la liberté d'expression, ça a été l'une des inventions, si je puis dire, de la France dans l'histoire, la Déclaration des droits de l'homme, ce défilé pacifique, prodigieux du boulevard Voltaire. Nous nous sommes tous sentis fiers d'être Français, et toute l'Europe était d'ailleurs avec nous. Et le monde d'ailleurs, une partie du monde d'ailleurs. était fier d'être Français. Ça, c'est extraordinaire. Par contre, les 10 morts du Niger, je ne me sens pas tout à fait à l'aise. Parce qu'évidemment, on peut dire, de toute façon, ça a été instrumentalisé, c'est l'opposition. Oui, mais enfin, il n'y aurait pas eu Charlie, il n'y aurait peut-être pas eu 10 morts. Et ça doit nous conduire, et des églises brûlées. Ça doit nous conduire quand même à réfléchir à la manière dont notre humour et dont notre liberté d'expression est perçue par les autres. Nous avons le droit de dire, nous avons le devoir de nous exprimer librement. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre en compte la manière dont c'est reçu, notamment par des communautés. Alors là, c'est à l'étranger. Mais le plus grave, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est ce qui se passe en France. Et on va y venir. Par des communautés ou des gens qui appartiennent à d'autres religions et qui ressentent comme une blessure profonde. Celui qui l'a dit le mieux, c'est le pape François. Oui, il l'a dit presque clairement. Abdallah Zekri, et on va entendre Marwan Mohamed. Vous dites quoi, Abdallah Zekri, parce que vous êtes en charge de l'Observatoire contre l'islamophobie. Est-ce que ce soir, vous dites, on va trop loin, la France se met en danger, on parle de ces 10 morts au Niger, alors sont-ils liés à des attaques internes, des politiques internes? Est-ce que vous êtes inquiet ce soir? Est-ce qu'il fallait aller si loin pour justement justifier notre liberté d'expression? Je suis très inquiet, d'autant plus que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et je suis d'accord avec le pape lorsqu'il dit s'exprimer librement est un droit fondamental, mais n'autorise pas à insulter la foi d'autrui. Les religions. Vous vous sentez insulté ce soir? Je me suis senti insulté parce que la foi, il faut la respecter. Je suis laïque, je suis pour la liberté d'expression, pour la liberté de presse, mais il ne faut pas qu'il... Parce qu'on va en parler sur le 2 poids et 2 mesures pour la liberté de la presse aussi. Hein. Donc je me suis... Parce que ça crée les religions. Moi, je suis respectueux des religions. Quand je vois des caricatures à l'époque concernant le pape Jean-Paul II mourant, eh ben, j'étais choqué. Et pourtant, ce n'est pas un musulman. Mais je pense, est-ce qu'il fallait faire ce qui a été fait, embraser le monde, mettre en péril la France, mettre en péril des ressortissants français, brûler le drapeau français et essayer de mettre... C'est un symbole, Abdallah Zekri, non? C'était pour dire à ceux qui avaient tué ces 17 personnes, nous n'avons pas peur, non? Not afraid, c'est ce qui est écrit sur toutes les petits prospectus Charlie, non? Faut pas abdiquer devant... Excusez-moi, mais... vous n'allez pas être d'accord? Non, moi je suis assez choqué, parce qu'il faut pas être abdiqué par... la bêtise et l'obscurantisme. Les centaines et les milliers de personnes qu'on a vues, moi j'aurais plutôt... Enfin, dans l'actualité, qu'est-ce qui est le plus révoltant pour un être humain de confession musulmane? Les milliers de morts que fait Boko Haram,
ou ce pauvre dessin qui par ailleurs n'est pas insultant. Il y a une larme, Enfin, le très prophète a une larme. sincèrement, moi je veux pas abdiquer face à la bêtise et à Je l'obscurantisme. n'abdique pas en disant ça. Je suis désolé, je n'abdique pas. Non, je n'abdique pas. Oui, parce que là, vous êtes en train de dire, bon, que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Non, mais là, il y a d'accord, Boko Haram, on entend d'autres choses. Boko Haram, c'est des criminels, c'est des assassins. Ceux qui ont tué les journalistes, ceux qui ont tué les 2 journalistes, au nom de l'islam, c'est des terroristes. Ceux qui ont tué dans le magasin juif, c'est des terroristes. On les a condamnés et on les condamne. Mais je dis, en ce qui me concerne, c'est ma liberté justement. Bien sûr. Je dis on s'exprime librement sur ce plateau. Je dis que mettre la France en danger dans les pays étrangers, des Français qui résident à l'étranger, pour une histoire de caricature des prophètes, ils le savaient très bien que faisant ces caricatures, ils allaient déclencher une avalanche d'insultes ou d'agressions contre la France et les Français. Marwan Mohamed, on a un tweet, on a les sentinelles, juste ce tweet, parce que les tweetos sont du live tweet, donc ils tweetent avec nous, ils vivent l'émission, rien n'excuse la violence aveugle, mais rien n'interdit d'exercer une liberté avec mesure et discernement. Voilà, espèce de tweet comme ça qui essaie de trouver le juste équilibre. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Vous avez une vision globale sur l'ensemble des pays de l'OSCE. Est-ce que vous vous êtes dit, quand vous avez vu ce fameux mercredi, la une de Charlie, parce que c'était un long travail de réflexion, de la rédaction, le prophète Mahomet, avec cette larme, tenant le panneau « Je suis Charlie », est-ce que vous vous êtes dit, prennent des risques ou ils ont raison? Je suis de ceux qui ont eu l'occasion de débattre avec les dessinateurs et les rédacteurs de Charlie Hebdo, parfois de manière très critique, pour pointer un certain nombre de dérives que j'identifiais dans leurs dessins, dans leurs discours, et que je pensais à un moment donné clairement stigmatisants et insultants pour des communautés. Vous leur avez dit? Je leur ai dit en face, et je continue à penser que ce genre de choses s'adresse sur un terrain du débat d'idées, du sens de l'humour, de répondre à ce genre de production par un terrain qui est plus opérant que la condamnation juridique ou que la violence qui est c'est le dialogue qui nous semblait être le plus utile. Sous toutes ses formes. Parce que je pensais que le dialogue argumentaire, que le sens de l'humour était suffisant pour pointer ces dérives-là et mettre en cause la responsabilité des dessinateurs. Cette responsabilité, elle ne justifie en rien et sous aucune raison la violence dont ils ont été la cible. Maintenant, ce qu'il faut comprendre au niveau international, c'est que tout le monde n'a pas le même débat idéologique auquel nous assistons en France. La même grille de lecture, en quelque sorte. Exactement. C'est ça. Et donc, il y a deux niveaux. Il y a la grille internationale, dans laquelle la liberté d'expression et la liberté des religions sont encore dans une espèce de dialectique, et on le voit dans toutes les instances internationales, à l'OSCE, comme à l'ONU, comme à l'OCI ou d'autres. Et puis ensuite, il y a le niveau national, donc un cran en dessous, où on voit que les questions vont être très polarisées, et de la même manière qu'il est important de reconnaître la liberté d'expression de ceux qui aujourd'hui se disent Charlie, il faut entendre et recevoir et accepter la liberté d'expression de ceux qui disent je ne suis pas Charlie. Et entendre ce sentiment de gens qui ont quelque chose à dire et qui désapprouvent et qui se sentent heurtés. J'ai entendu énormément de déclarations aujourd'hui par rapport à ces images où on voit... Elles vous choquent ces images? On est vraiment dans la communication, parce qu'il y a un vrai débat autour de ça. Français brûlés. Moi, je suis soumis à un nombre d'images et je reçois un nombre de rapports de tous ces pays de l'OSCE absolument saisissants, et donc j'ai une telle violence des images qui me sont reportées, des actes islamophobes, des actes antisémites, des assassinats sur des migrants ou sur des populations, que ce genre d'image, malheureusement, elle ne me choque plus au quotidien. Mais j'attire l'attention de nos téléspectateurs sur une image. J'entends aujourd'hui un certain nombre de déclarations de personnes qui se sentent heurtées, profondément tristes de voir des drapeaux français brûlés. Ce sentiment d'être humilié, ce sentiment d'être insulté profondément dans un sentiment national, c'est à peu près la même chose que d'autres personnes peuvent ressentir quand on s'attaque à leur religion, quand on s'attaque à ce qui est leur fondement, ce qui leur est le plus cher. Religion cette symétrie de positionnement idéologique, de positionnement patriotique, de positionnement religieux, elle exprime quelque chose de très émotif, et notre responsabilité collectivement aujourd'hui, c'est, si on est en situation de faire des décisions, ça ne doit pas être l'émotivité qui prime, ça doit être l'analyse. Je vous pose la même question, mais Marwan Mohamed, c'est une analyse intéressante, mais je redis la même chose, c'est aussi une manière de tenir tête à ce que vous appelez terroristes, à ce que Manuel Valls appelle des islamistes radicaux. C'était aussi cette manière-là de dire ce n'est pas possible de baisser la tête et de ne pas mettre la caricature. Est-ce que vous entendez cet argument contraire, de fait? Ce qui est important, malheureusement, c'est que dans cette réponse-là, il y a, je pense que vous l'avez tous pointé du doigt sur le plateau, il y a le temps de l'émotion de dire des gens sont morts,
il y a cette relation humaine qui nous lie les uns aux autres et qui fait que, quels que soient les morts partout dans le monde, en Afrique, en Asie ou ailleurs, il y a cette empathie immédiate qui se saisit et qui convoque une gravité du moment. Et puis ensuite, il y a le débat national qui a lieu sur des questions de sécurité, des questions de lutte contre les discriminations et les actes de violence. Et on va y venir. Il y a un temps de l'émotion, encore une fois, et puis un temps de l'analyse et de la décision. Alain Lamassoure, avant de voir le sujet sur Pegida, on va quitter la France parce que je veux vous entendre sur les actes islamophobes et ce sera l'occasion à travers ce sujet de s'y intéresser. Vous êtes d'accord avec cette analyse parce que vous étiez dans la même nuance tout à l'heure? Ou alors il faut en bloc tenir tête, tenir droit, tenir bon? Il faut tenir bon, mais il faut éviter d'antagoniser tout le monde musulman. Et là c'est le risque. Et il faut, surtout nous, ancienne puissance coloniale, il faut éviter d'avoir l'humour arrogant. Charlie, c'est un peu arrogant, ça vous semble un peu... C'est un peu humour centre-ville, j'ai lu ça dans le Monde. Pour l'avenir, évitons d'avoir l'humour arrogant. Évitons de traiter par le mépris ceux qui n'ont pas le même sens de l'humour que nous. Par exemple, nous n'avons pas de leçons à donner à nos amis britanniques sur la liberté d'expression et sur la liberté de la presse. La télévision britannique n'a pas montré la une de Charles. Et une journaliste française s'est fait couper d'ailleurs en pleine émission. Parce qu'il savait que cela créerait un malaise et serait très mal vécu par les musulmans qui vivent au Royaume-Uni. Et à une période où la communauté, les communautés musulmanes se sentent la chair à vif, il faut aussi tenir compte du sens des responsabilités. Refuser les armes de l'adversaire égale non-violence. Écoutez, il nous dit ce tweetos. Il y a un certain nombre de caricaturistes, y compris dans des pays musulmans, proches de l'équipe de Charlie Hebdo. C'est souvent difficile pour eux de travailler, d'ailleurs, je pense à certains caricaturistes. Et à qui on pose la question régulièrement, est-ce que vous auriez fait la caricature? Ils répondent non, parce que je vis dans un pays qui a ses règles, avec un contexte particulier, par ailleurs, par rapport à ma propre sensibilité, mon parcours de... Bon, la question ici, elle est que nous, on n'impose pas ce modèle de la libre expression à d'autres pays. Et là où il faut avoir un équilibre, oui, il faut savoir raison garder, mais je suis Charlie. Je le redis, ça ne veut pas dire valider l'ensemble des caricatures, ça ne veut pas dire être d'accord, ça ne veut pas dire les apprécier. Mais apprécier le principe global de la liberté. Je suis Charlie, et d'ailleurs je trouve assez stupide cette idée de pointer du doigt ceux qui ont dit je ne suis pas Charlie alors qu'ils n'ont pas compris le deuxième sens de je suis Charlie. Je suis Charlie, c'est-à-dire on peut détester le contenu de Charlie Hebdo, mais dire je suis Charlie parce que ça veut dire ils peuvent s'exprimer. C'est pour ça qu'on l'a vendu à 6 millions d'exemplaires. Ils peuvent s'exprimer et on est dans un pays où on peut s'exprimer dans un cadre. C'est-à-dire que si ça n'est pas insultant, si il n'y a pas de stigmatisation, de racisme à travers une caricature, cela est possible à partir du moment où on considère qu'il y a une insulte. Eh bien, il y a des tribunaux et le CFCM est allé devant les tribunaux. La question face du à Charlie Hebdo. C'est normal et c'est bien leur droit. Alors, regardez, un mot parce que je vais vous montrer le sujet Pegida qui est assez long et je veux qu'on en débatte. Mais moi, je parle quand je vois le drapeau français, je suis peiné et brûlé. Oui. Quand je vois les intérêts français, c'est peiné. Mais moi, je dis, même la liberté d'expression, il faut faire un choix. On sait très bien qu'elle allait avoir cette violence. On l'a voulu, on l'a manipulé, il y a eu une violence. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on s'attaque aux religions, qu'on respecte les prophètes. Vous dites qu'on souffle sur les braises, vous dites. On souffle sur les braises. Moi, je dis, je suis musulman, je suis pratiquant, je respecte les autres religions. Jamais je dirai un mot de mal des autres religions, parce que moi-même, je suis un mariage mixte. Donc je respecte les religions, mais je ne veux pas qu'on s'attaque à la mienne. Il y a un respect. Et je suis d'accord avec le pape. Et quand on sait ce que l'image de Charlie a apporté, violence, meurtre, des bâtiments brûlés, les intérêts brûlés de la France, je regrette, je préfère les intérêts de la France qu'une caricature. Alors il faut qu'on soit clair, qu'on arrête les religions. Alors, si on veut on quitte la France parce que le débat aura lieu, on peut avoir ce débat pendant plus d'une heure. Je voulais qu'on quitte quelques minutes la France avec ce reportage de Jérémy Hartmann. Il a suivi ce mouvement Pegida à Dresde. Il manifeste depuis plusieurs semaines chaque lundi, sauf ce lundi parce qu'il y avait des menaces d'attentat et ce mouvement a suspendu sa manifestation. Mouvement tout simplement anti-patriote européen contre l'islamisation de l'Occident. Razia Madi. C'est quand même assez grave, quand même. Je tiens à le dire à cet instant, on y reviendra ensuite. Vous n'êtes pas d'accord? Mais non, mais c'est assez grave. C'est ma liberté. Qu'est-ce qui vous choque? C'est qu'on mette au même niveau la religion et la République? C'est ça qui vous choque? Non, ce qui me choque, c'est de dire, eh ben voilà, il y a eu telle expression, donc nos intérêts sont mis en cause, le drapeau est brûlé, la sécurité. Donc, si on voulait pas ça,
Fallait pas faire la caricature, donc ça veut dire que les terroristes gagnent. Non, Vous avez raison. Ils gagnent pas. Ils gagnent pas. Je suis désolé. Ils gagnent pas. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. Ils ne gagnent pas, les terroristes. On les condamne. On les a toujours condamnés, C'est les pas seulement terroristes. condamner, non, c'est mais pas le sujet. non. Moi, je veux la paix et je veux pas qu'on s'attaque aux signes religieux Donc et à ça, des prophètes. ça donne raison Voilà. aux islamistes radicaux, c'est ce que vous dit Razi Hamadi. Non, non, je suis désolé, ça donne pas. S'il Je les faut faire attaque, un moi, choix, je les s'il faut condamne. faire un choix Oui, j'ai fait entre un choix. la terreur et la Oui. liberté d'expression, Vous c'est avez choisi. l'objectif du terrorisme. Non, 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 c'est facile à dire ça. Mais c'est ce que vous avez dit, c'est pas non, moi qui le je dis. fais, non, je fais un choix pour la paix. Je fais pas un choix pour le terrorisme. Le terrorisme, je l'ai condamné. Le La terrorisme. paix Alors, avec une oui. autre liberté Alors d'expression. laissez-nous partir en Allemagne parce qu'on va en débattre. C'est un sujet important, Pegida, avec, vous allez le voir, eh bien, un mouvement qui conteste eh bien, son appartenance à des mouvements d'extrême droite allemands, mouvement, dit-on, spontané qui serait né sur Facebook, comme nous le raconte ce reportage de Jérémy Hartmann. Ambiance glaçante. Dans la fraîcheur des rues de Dresde, comme chaque lundi soir, les manifestants de Pegida défilent fièrement sous les huées des contre-manifestants anti-Pegida. Les policiers sont sur le qui-vive. Pendant plusieurs heures, la ville va vivre coupée en deux. Pegida, ce sont littéralement les patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. Ces gens qui partent en Syrie ou en Irak, qu'ils y restent et qu'ils ne reviennent pas chez nous. Ces deux pays les soutiennent beaucoup et nous, on a besoin d'être mieux protégés. Des nationalistes d'un nouveau genre, méprisant médias et pouvoirs politiques. Le mouvement inquiète tous ceux qui refusent que l'Allemagne répète les erreurs du passé. En signe de désapprobation, l'éclairage de certains bâtiments a été éteint, comme les églises de la ville. L'obscurité contre l'obscurantisme. À l'école des beaux-arts, des étudiantes ont même peint aux fenêtres des appels à la tolérance. C'est important d'être là en tant qu'école des beaux-arts. On est dans une ville culturelle, sur les berges de l'Elbe, et c'est très touristique. C'est pour cela qu'on a affiché ce message ici. Une réaction en forme de sursaut démocratique qui agace les manifestants de Pegida. Nous, vous savez, nous sommes pour l'Allemagne et du coup nous sommes automatiquement associés aux nazis. Et ça, ce n'est pas possible. Caricaturer tous les manifestants de Pegida en fascistes d'extrême droite serait une erreur d'appréciation, à en croire ce professeur d'économie de l'université de Dresde. D'abord, le groupe qui s'est formé s'attaquait à l'islam radical. Ensuite, il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus manifester. Plus seulement contre l'islamisme, mais contre l'islam, les musulmans en général, les étrangers, etc. Pegida a laissé faire. Ça les arrange bien de ne pas avoir de mot d'ordre précis. 18 000 la semaine précédente, 25 000 ce lundi-là. Le cortège, un peu fourre-tout, ne cesse de grossir. Pegida n'est plus seulement saxon ou allemand, c'est désormais un mouvement européen. Les tueries de Charlie Hebdo et du supermarché Cacher à Paris ne sont pas étrangères à cette forte mobilisation. Dans le cortège, un drapeau français flotte même au milieu des bannières allemandes. On est vraiment désolé de ce qui s'est passé en France. D'ailleurs, c'est exactement de ça dont on a peur. Que ces gens importent leur fanatisme. Mais pour les contre-manifestants, Pegida fait de la récupération et des amalgames dangereux. J'ai dessiné cette caricature pour montrer que Pegida a instrumentalisé les attentats parisiens, qui sont d'ailleurs terribles, pour leurs propres intérêts, pour alimenter leur discours contre les réfugiés et contre tous les musulmans. Après le passage des manifestants islamophobes, les anti-Pegida ont manifesté à leur tour par le même itinéraire, balai à la main. C'est pour nettoyer la ville du passage des gens de Pegida. Des contre-manifestations comme celle de Dresde, il y en a eu dans toutes les grandes villes du pays, comme ici à Berlin, où la chancelière Angela Merkel et le président allemand ont participé à un rassemblement contre l'islamophobie.
Voilà, la chancelière s'est beaucoup investie, dit Razi Hamadi. Alain Lamassoure, nous sommes en direct, alors si tu le dis pas, je vais le dire, parce qu'après tout, voilà, c'est la vie d'un plateau. C'est important pour vous, on a vu ces manifestants qui disent on n'est pas des nazis, voilà, on veut pas être récupéré par un mouvement d'extrême droite, mais en même temps, la chancelière s'est beaucoup engagée sur cette question pour contrer ces manifestants. Hein. Absolument. Puisque vous vouliez le dire. Elle a dit l'Allemagne est aussi musulmane. Je voudrais, avant qu'on revienne à l'islamophobie, exprimer mon inquiétude sur un phénomène qui gagne la quasi-totalité de l'Europe, y compris les pays d'Europe du Nord qui ne sont pas touchés par la crise économique, qui ne sont pas touchés par le chômage, et qui ont une tradition historique extraordinaire d'ouverture d'esprit, de tolérance, etc. Je pense aux Pays-Bas, je pense au Danemark, je pense à la Suède, je pense à la Finlande, je pense à la Norvège, qui se passe quoi? Qui ferme les portes, l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe? Dans tous ces pays, on a vu tout d'un coup pousser comme des champignons après la pluie des partis populistes, xénophobes, qui ont fait des scores extraordinaires. En Suède, ils sont obligés de recommencer leurs élections parce que ce parti a mis fin à toute majorité. En Norvège, dans l'actuel gouvernement norvégien, qui est un pays dont le revenu par habitant est 2 fois supérieur au nôtre, il n'y a pas un chômeur. Il y a 7 ministres qui appartiennent à un mouvement d'extrême droite qui a justifié le massacre fait par Anton Breivik. Comment exprimer, expliquer ça? Ce que je redoute, c'est qu'il y ait dans l'ensemble des pays européens des chocs, une angoisse identitaire qui se manifeste contre l'autre avec un A majuscule, qui n'est pas forcément un non-européen, contre les Roms. Le mouvement UKIP en Grande-Bretagne, c'est contre les Bulgares et les Roumains. Ailleurs, ça peut être contre les Polonais. Et naturellement, dans ce climat, souvent, les musulmans sont une des cibles, comme c'est le cas avec le mouvement Pegida en Allemagne. Et ça, c'est très préoccupant, parce que c'est le cas dans toutes nos démocraties. On a les citoyens qui veulent s'exprimer, mais juste un petit mot, Marwan Mohamed, juste un mot sur le mot amalgame. Il est né dès le début des événements, pas d'amalgame. Comment fait-on pour éviter ces amalgames, pour éviter ces risques? Moi, j'ai vu le rapport Conessa, c'est dans Le Monde, on peut le lire, on peut le consulter, qui dit, pour éviter les amalgames, il faut que les autorités religieuses, les intellectuels musulmans s'emparent du sujet pour mener une campagne d'anti-radicalisation, qu'ils aient un discours fort. Est-ce que c'est une solution? Moi, j'observe ça avec beaucoup d'intérêt. On crée une espèce de nouvelle grammaire. D'accord. Il suffit de mettre à la fin d'une phrase, mais surtout pas d'amalgame, ou mais surtout pas de stigmatisation, le mot valise, pour dire à peu près tout ce qu'on veut. Donc on stigmatise les musulmans et on termine la phrase par mais surtout pas d'amalgame. Et donc ça vient valider en fait l'ensemble de ce qu'on vient de dire. Ensuite, on a une injonction envers les responsables associatifs musulmans ou les responsables religieux. Ils sont sommés de se justifier, de s'expliquer, de se désolidariser, comme s'ils avaient été à un moment de leur vie solidaire caution de ce genre d'attitude ou de ce genre de violence. Moi, j'ai des collègues qui scannent avec la plus grande attention toutes les déclarations des associations et des responsables religieux. Pour voir leur réaction. Et sur l'ensemble des 57 pays de l'OSCE. Et ils ont réagi. Pas une association, pas une représentation des musulmans à travers l'ensemble de ces pays qui va de Vancouver jusqu'à Vladivostok ne s'est abstenu de publier un communiqué de condamnation de la violence. Donc, quand on enjoint aux musulmans de se désolidarité de la violence, soit on a un agenda idéologique, soit on est sourd. Alors, regardez, écoutez, je donne la parole à Bazécri, je vous promets, je donne la parole, mais on a notre sentinelle. Jean-Claude, faites court, je suis désolé, l'émission est un peu plus courte, et on entendra notre deuxième sentinelle, votre intervention. On est sur l'amalgame, la montée de l'islamophobie et les actes dont on va parler, 116 actes recensés. On va en parler. Jean-Claude, on vous écoute. Oui, moi je voulais réagir parce qu'un de vos invités a dit que c'était les caricaturistes qui manipulaient. Mais moi je suis désolé, c'est pas du tout les caricaturistes qui manipulent, ce sont les terroristes qui sont manipulés. Et ils sont malheureusement manipulés de l'extérieur. Nous, on a effectivement un terreau qui est lié à l'échec de l'école avec sa pédagogie élitiste, puis on a aussi notre incapacité à inclure le maximum de nos concitoyens dans le travail. On a la marginalisation dans les ghettos. Donc tout ça, c'est un terreau qui favorise la naissance
d'influence extérieure. Et donc, la manipulation, elle vient des gourous de l'extérieur qui sont financés par les pétrodollars, qui sont financés par les trafiquants d'armes et par la drogue. Merci Jean-Claude. Merci, c'était pas une question, c'était plutôt une intervention, mais on vous remercie. Deuxième sentinelle, allez-y, on vous écoute. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Vous vous situez comment? Est-ce que vous dites, on a entendu le mot amalgame, ce mot valise, attention, pas d'amalgame. Comment vous réagissez, vous, ce soir, qui êtes devant votre webcam? Voilà, je voudrais poser une question donc aux 4 personnes. Je voulais leur dire comment les rédacteurs d'un magazine satirique et caustique peuvent-ils jouer de l'étonnement et s'offusquer des réactions de ceux à qui ils ont déversé bien consciencieusement des avalanches et des tombereaux d'insultes, et ce sous les bables et grands prétextes à la liberté d'expression. Bon, c'est tombé. La liberté d'insulter les autres. La question est claire. Voilà dans ma question, qui est la suivante. On n'en sort pas du débat. Comment peut-on s'offusquer alors qu'ils ont mis le feu et le feu a pris simplement. Mais ils ont aussi mis le feu à leur rédaction, je vous le rappelle quand même. Effectivement, la rédaction a été détruite par ailleurs. Je ne vais pas condamner, je condamne fermement les terroristes. Mais ma question était la suivante, je pense que vous l'avez noté. On l'a entendu. Comment les rédacteurs d'un magazine satirique peuvent-ils jouer de l'étonnement et s'offusquer des réactions de ceux à qui ils ont déversé? Parfait, vous l'avez dit 2 fois la question, elle est bien entendue. C'est parfait. Il vaut mieux 2 fois qu'une, ça s'appelle la pédagogie. La couve de Charlie Hebdo engage ceux qui l'ont dessinée et non l'État français, d'où le concept de liberté d'expression. C'est un tweet qui passe en direct. Abdallah Zekri et Razia Madi, on entend là, vous plissiez des yeux en disant, voyez, il dit comme moi. Oui, ce qu'a dit Merwan tout à l'heure, que tous les dirigeants ou tous les responsables musulmans à travers le monde ont réagi, ont dénoncé. Maintenant, je vous cite, quand il y a eu la manifestation de dimanche, des journalistes nous ont appelés en nous disant, est-ce que vous, les musulmans, allez manifester? J'ai répondu non. J'allais manifester en tant que Français, en tant que citoyen, en tant que représentant, membre de la communauté nationale. Parce qu'on n'a pas demandé aux Juifs, aux chrétiens de manifester. Vous avez vu, Benjamin Stora ce soir dit que les jeunes des quartiers, c'est une interview du Monde, les jeunes des quartiers ne se sont pas déplacés, ne sont pas allés dans le cortège. Benjamin Stora, président de la Cité de l'immigration, historien. Peu de femmes voilées. Voilà. Peu de femmes voilées. Bon, mais alors... Vous l'avez remarqué aussi? Oui, oui, je l'ai remarqué, mais néanmoins, on a manifesté, on a dénoncé. Et ce qui m'a choqué, je vous dis, cet élan de solidarité, de fraternité, on était côte à côte, tous ensemble, il a fallu une photo, et ça a tout fait exploser. Voilà. Une photo? Je pense que... Oui. Une photo laquelle? La photo de Charlie. D'accord, non, une couverture, d'accord. Oui, oui, le dessin. Parce que photo, c'est pas pareil. La caricature. On est d'accord. On est dans un état de droit. Mais attends, je le sais. On peut aussi raisonner une minute par l'absurde. Bien. On fait des dessins, on considère qu'il y a des dessins qui sont... Parce qu'il faut revenir au sens des choses élémentaires. On en est là. Bon, il y aurait des dessins qui seraient responsables, d'autres qui le seraient moins, acceptables ou pas. Ça reprend le tweet que vous avez dit. Donc ça veut dire quoi? Ça n'engage que Charlie. Ok, il faut faire valider les dessins par une autorité de propagande. On est dans un pays où si c'est insultant, on peut aller devant les tribunaux. Et c'est le droit de ceux qui veulent aller devant les tribunaux d'aller devant les tribunaux. Bon, l'objet du procès de 2007. Bien, à partir de là... À partir de là, je pense que il faut qu'on reste vraiment, au-delà de l'émotivité dont vous parliez tout à l'heure très justement, sur les principes et les cadres d'un débat raisonné. Vous savez, on peut dire, c'est quand même... On est sur votre plateau pour parler des actes anti-musulmans et de ce et qui progresse, qui traverse l'Europe, qui interpelle beaucoup de choses. La crise d'identité de l'Europe, la crise de projet, enfin c'est la crise économique. Tout ça est imbriqué. Oui, il y a beaucoup de choses. Ça mériterait une émission de 4 heures et ça serait passionnant. Mais vous savez, le sujet qui nous est véritablement posé, quand vous dites oui dans tel quartier, etc., c'est que la responsabilité collective, c'est ce que dit l'historien Stora. Y compris les médias. Parce que les médias, vous le disiez tout à l'heure, et un certain nombre de journalistes et d'éditorialistes disaient pas d'amalgame, en effet, non pas à la fin, mais au début. Mais ils ont dit pas d'amalgame au début, et ensuite, pendant une semaine, on a eu 80% de l'espace médiatique, sur certains médias, où c'était la question de l'islam. Or, on ne peut pas dire ça n'a rien à voir avec l'islam et ensuite ne parler principalement que de ça. Maintenant, il ne faut éviter aussi aucun débat. Parler de tout. De la sécurité, du renseignement. Non. Et il y a des sujets qui ont à voir avec l'islam. Mais l'islam, pareil. Il y a ce
qui tient de la responsabilité des politiques et de l'État, l'organisation du culte. Après, ce qui est à l'intérieur du culte, c'est de la théologie, ça concerne le culte. Et enfin, sur les quartiers populaires qui n'ont pas manifesté. Et les femmes voilées, parce que c'est vrai que ce qu'il dit Alain Lamassoure, il n'y a pas eu... C'est vrai qu'on attendait une expression plus forte, peut-être. Pour autant, on sait que les plus pauvres sont ceux qui manifestent le moins, quel que soit le sujet. C'est lié à leur condition sociale, selon vous. Et aussi une question de citoyenneté, de pédagogie, je veux dire... de rupture entre cette jeunesse et la République, c'est ce que dit Benjamin Stora. Mais qui est général, qui n'est pas seulement sur ce sujet-là, c'est-à-dire que sur les autres manifestations, on ne les voit pas non plus, on ne les voit pas dans les urnes non plus. Il y a un historien, alors vous allez me dire que c'est un historien contesté en Allemagne, puisque c'est un peu le Éric Zemmour qui avait écrit L'Allemagne tombe, c'était en 2010, et qui dans les colonnes du JDD dit il faut évidemment que les musulmans modérés viennent à l'intérieur aider et faire sortir les musulmans radicaux, et il dit, je le cite, on va voir la petite phrase, ils fréquentent les mêmes mosquées, ils se connaissent. Ça vous choque ce type de phrase ou pas? Non mais je vais vous entendre parce que on a envie de comprendre. C'est très important dans les colonnes du JDD. Bien choisir et de bien analyser les mots. Qu'est-ce qu'on voit dans ce genre de déclaration? On voit deux choses. D'abord, on voit une espèce de collusion qui est supposée entre les musulmans. Donc ils se connaissent tous et comme le dit la théorie de l'islamisation de l'Europe, soit ils sont visibles et ils sont en mode conquête, donc ils ont des barbes, des djellabas, des foulards, soit ils sont invisibles, ils sont rasés, ils sont députés, ils sont ingénieurs, statisticiens ou autres, et à ce moment-là, ils sont en train de nous infiltrer. Et donc ça vient valider la théorie de l'islamisation de l'Europe, à savoir que ces gens sont en collusion, ils sont organisés, et puis il y a cette conquête. La deuxième chose, c'est l'idée de musulmans modérés contre musulmans extrémistes. Et ça, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que l'islam est une substance dangereuse. On en prend un petit peu, on est modéré, on en prend un petit peu trop, on devient extrémiste. Et ça problématise l'islam en tant que religion et les musulmans en tant que personnes qui la pratiquent. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui nous met tous d'accord autour de ce plateau. C'est quoi? C'est que face à ce genre de défi, face à ce genre de moment de gravité, les pays européens sont face à une question, à un enjeu qui les définit. On a deux manières de réagir à ce type de situation. La première, c'est qu'on va dans une surenchère sécuritaire. Et des chocs. Qu'on va pointer du doigt des communautés, on va les rendre responsables de ça, on va les sommer de se justifier, puis ensuite on va les punir, même si elles auront fait toutes les justifications et toutes les excuses du monde. Et on va continuer à se monter les uns contre les autres, comme si on n'avait strictement rien appris de ce qui s'est passé pendant les deux dernières semaines. Et en créer des divisions, des ruptures. Cela, on valide précisément la dialectique binaire, manichéenne, des gens qui sont en désaccord avec ces pays européens. La deuxième façon de Comment réagir, on récupère ces jeunes qui ont glissé dans l'islamisme radical? C'est l'inquiétude. Un vrai débat. La deuxième façon de réagir, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui nous traverse? Qu'est-ce qui nous arrive? Quels sont les problèmes qu'on a échoué à résoudre pendant les dernières années? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un jeune va basculer dans une spirale de violence? Et quand on fait cette analyse-là, on se rend compte que le facteur religieux est totalement marginal. Ce ne sont pas des étudiants en religion qui ont fait 8 années d'études en charia ou en sciences religieuses. Ils n'avaient pas lu le Coran, dit-on, pour Koulibaly. En résultat de leur plus grande pratique religieuse et de leur plus grande connaissance religieuse, franchement, je suis devenu un super musulman et par cette raison, je deviens violent. C'est des raisons sociales, des raisons psychologiques, des raisons de détresse personnelle. Je suis Charlie peut se traduire par je suis cet homme libre à toi de choisir l'un ou l'autre librement, nous disent Twittos, parce qu'il y a tout ce débat effectivement de Charlie, de sa liberté, de la liberté d'expression. Les actes islamophobes sans cesse recensés, qu'est-ce que vous répondez à ce chercheur allemand qui fait parler beaucoup de lui en Allemagne et qui considéré un peu comme le Éric Zemmour qui avait écrit un livre un peu brûlot en 2010, la collusion, comment on fait pour aider ces jeunes qui glissent doucement vers le radicalisme au nom de l'islam, comment on les fait revenir vers une vie normale pour éviter qu'ils tuent par exemple? Abdallah Zekri. Vous savez que pour ces jeunes-là, on met beaucoup sur le compte des religieux pour récupérer ces jeunes. Ces jeunes ne demandent pas l'avis des religieux, la plupart ils vont sur Internet, la plupart ils sont radicalisés comme ça. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des familles, des parents d'enfants qui sont partis. J'ai rencontré d'autres qui sont partis, qui sont revenus. J'ai rencontré des jeunes filles de 19 ans qui portaient le voile à visage découvert. J'étais effrayé de les entendre. Donc, c'est pour les protéger. Effrayé pourquoi? Parce que leur mot était très dur. Leur discours. Mais le discours, ce n'est pas dans des imams, dans des mosquées. C'est ailleurs. Internet. Et puis, vous avez les 40% de convertis qu'il faut en parler aussi. Hein. Cela aussi. En plus, je suis dans une région... Le sud de la France, Nîmes, où il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, des familles entières qui sont parties. Dans le même quartier, vous trouvez 7-8
gamins qui sont... Juste... je vous coupe. Je me souviens des propos de Amédi Koulibaly lorsqu'il s'est exprimé. On a retrouvé ses textes sur YouTube. Il parlait non seulement revendiquant Daesh, mais il expliquait qu'il parlait au nom des musulmans oppressés. Ça a fait écho, Alain Lamassoure. Il a évoqué ces musulmans oppressés, ramenant à une dimension sociale à cette question, à la question de son acte. Comment vous réagissez, vous? Est-ce qu'il a essayé comme ça de récupérer ces musulmans dont on parlait dans les quartiers? On ne peut pas nier qu'aucun pays européen, et en particulier pas la France, n'a réussi la pleine intégration des musulmans chez lui. Nous avons quand même chez les jeunes musulmans un taux de chômage de 50%. Non mais on ne sait pas ce que c'est statistiquement les jeunes musulmans, monsieur Lamassoure. Non mais dans les quartiers de banlieue, c'est 50% qui sont dans cette situation. Dans les quartiers difficiles. Non, partons sur la géographie urbaine. Non, mais oui, mais je veux dire, on est face à un sujet complexe. Oui. Et ça nécessite il n'y a pas de d'être rigoureux sur les termes. du chômage. On ne va pas assigner à religion aussi des gens. Non mais des personnes d'origine maghrébine. C'est autre chose. Voilà. Oui, d'accord. Nous sommes d'accord. Ils peuvent être laïcs, c'est ce que vous voulez dire. Nous avons quelques dizaines de quartiers qui sont des ghettos dans lesquels nous avons concentré des familles. Il y a un discours politique derrière ça. Bon. Nous avons encore des villes en France où, au nom d'une mauvaise conception de la laïcité, les maires refusent que dans le cimetière municipal, il y ait un carré musulman. Oui, c'est bon. Ce qui veut dire que nous avons un effort à faire pour interpréter en 2015 la laïcité française et pour aider les musulmans à mieux s'intégrer et proposer aux musulmans une forme de reconnaissance officielle. Quand le président Giscard d'Estaing était au pouvoir, ça remonte à plus de 30 ans. Ça remonte. J'étais auprès de lui. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris conscience du fait que le moment était venu de reconnaître le regroupement. Le regroupement familial, non, c'est pas de ça que je veux parler. Nous avons organisé le premier pèlerinage officiel à la Mecque de musulmans français au nom du gouvernement français. Et nous avons envisagé, ce que certains reproposent aujourd'hui, que la France pose sa candidature pour un membre de l'Organisation de la coopération islamique. Absolument. L'islam est aujourd'hui la deuxième religion pratiquée en France. Juste un petit mot. Un petit mot chacun, parce qu'on peut réouvrir le débat sur le rapport social qu'évoquait Amédi Koulibaly. Je parle au nom des musulmans oppressés. Ça fait écho? Est-ce que ça fait écho chez ces musulmans dits oppressés? Je vais faire 2 points. La première, c'est les témoignages qui sont remontés, les témoignages qui sont exprimés et qui font écho à ce genre de discours de la part de Amédi Koulibaly et qui disent on nous aliène. On nous refuse le droit de pratiquer notre religion librement. Si on porte un foulard, on nous exclut de l'école et on veut nous exclure des universités et des entreprises. À chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on essaie de participer à un projet, quelle que soit la nature de nos idées, quelle que soit la nature de la participation qu'on a envie de prendre à cette société, on doit se justifier 25 fois avant de pouvoir faire quoi que ce soit. On essaie de contrôler nos institutions religieuses, on essaie d'empêcher notre libre pratique dans un espace donc il y a une forme d'enfermement. Donc à un moment donné, on se sent aliéné. Ce discours-là, il faut l'entendre partout à travers l'Europe. Razi Hammadi, pour conclure, et Abdallah Zekri, c'est intéressant cette question-là, elle est fondamentale. Je vais pas revenir sur le sujet, mais lorsqu'il y a un mal-vivre, c'est aussi parce qu'on n'est pas fort sur ses bases en termes d'identité aussi. Et lorsqu'on ne se sent pas pleinement français, parce qu'en effet, l'intégration civique, citoyenne, la promesse d'égalité, et qu'en même temps, on ne se sent pas tout à fait non plus vraiment appartenir à la communauté, entre guillemets, musulmane, parce que ceux qui s'engagent, en général, ils sont capables de prendre un avion pour aller de l'autre côté de la planète pour se faire exploser. C'est des gens qui ne connaissent pas du tout la religion et qui sont loin d'être des savants. C'est ce qu'on évoquait, oui. C'est d'ailleurs plutôt des fiefés imbéciles qui fait qu'ils en sont arrivés là. Donc, ce que je voudrais dire pour le mot de conclusion pour ce qui me concerne, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans, les citoyens français de confession musulmane dans ce pays sont terrorisés. Ils sont terrorisés aussi parce qu'ils ont vécu le 11 septembre 2001 et qu'ils ont vécu ce qu'a été le regard de l'autre sur eux après le 11 septembre 2001. Ils ont vécu ce qu'a été le débat médiatique. Ils ont vécu ce qu'a été... Donc, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit soudés. On est français, quelles que soient nos confessions, il y a des réflexions à avoir. On peut ne pas avoir de confession aussi, mais il faut qu'on soit soudés. Abdallah Zekri, 10 secondes parce qu'on est en retard et on va déborder. Et il ne faut pas déborder. Ce que vient de dire mon ami, pour qu'on soit soudés, tout ça, il faut les respecter, ces jeunes. Nous voilà lancés dans le débat. Par contre, moi, là où je tire la sonnette d'alarme, c'est les actes anti-musulmans. Le président de la République, dans ses discours, a reconnu l'islamophobie. Le Premier ministre, à ce jour, n'a pas reconnu l'islamophobie. N'a pas prononcé le mot. Je souhaite qu'il le prononce, parce que là, quand même, ça devient très grave. En 15 jours, sans actes anti-musulmans, 28 mosquées attaquées, jets de grenades, tirs
alarme, tête de cochon, viscère de cochon, etc. Merci. 28 et 110 et 88 menaces de mort, d'insultes physiques, etc. Oui, physiques. Sans compter les dessins que vous aviez et qu'on ne pourra pas montrer. Alors, on dit, ça suffit, on demande au pouvoir de prendre ses responsabilités. Merci Abdellah Zekri, membre du CFCM, vous êtes le président de l'Observatoire des actes islamophobes. Et Razia Madi, merci. Montreuil comme à Bagnolet, la sécurité est présente aux abords des mosquées. Beaucoup de militaires et de policiers. Merci Razia Madi, député socialiste de Seine-Saint-Denis.